Alors là, du Guesclin va se distinguer pendant 5 ans. Il va même être fait prisonnier. On va demander pour lui d'ailleurs, ou plutôt je crois que c'est lui qui va la fixer, une rançon. Vous en parlez longuement, Georges Minois, le système des rançons qui peut nous surprendre aujourd'hui parce que, vous le rappelez, au fond, les chevaliers se faisaient la guerre moins pour tuer l'adversaire que pour capturer des gens dont ils pouvaient tirer une rançon. Oui, alors, ceux qui se faisaient tuer, évidemment, bon, c'est la piétaille, des gens dont on ne peut rien tirer, mais entre chevaliers, ce qui est intéressant, c'est de se faire prisonnier, bien entendu, parce que là, suivant le rang de la personne qui est prise, on exige pour sa mise en liberté une somme qui peut être considérable. Évidemment, ça varie suivant le rang de cette personne. Je disais, alors, du Guesclin, par exemple, après la bataille de Narera, là, il va être libéré contre une rançon qu'on estime être équivalent à 460 kilos d'or fin d'aujourd'hui. Quand on prend le roi de France, évidemment, alors là, ça a été 5 tonnes d'or pour Jean II. Donc ça représente des sommes colossales et qui peuvent même, le résultat, c'est même quelquefois de ruiner complètement une famille pour le paiement d'une rançon, dont le paiement qui peut d'ailleurs s'étendre sur des dizaines d'années quelquefois. On sait que Charles d'Orléans est resté en Angleterre 25 ans prisonnier. Et dont le montant variait donc en fonction, vous l'avez dit, de la renommée du chevalier, si bien que du Guesclin, quand il a été fait prisonnier en 1367 par le prince noir à Narera, eh bien, a fixé lui-même sa rançon. Messire, le prince noir. Or ça, messire Bertrand, comment allez-vous? Cela n'alla jamais mieux, monseigneur. Je suis le plus honoré chevalier du monde. On dit dans le royaume de France et ailleurs que vous me redoutez tant que vous n'osez me mettre en rançon. Voir, messire Bertrand, pensez-vous que nous vous redoutions pour votre chevalerie? Fixez vous-même votre rançon. Fût-ce un fétu de paille, je m'en contenterai. N'ayez crainte, monseigneur. Je ne me taxerai point trop bas. Tout pauvre chevalier que je suis, je m'estime à 100 000 florins d'or. Je vous aurais tenu quitte pour le quart. Le roi de France m'avancera cette œuvre. Et j'ose me vanter que si je ne trouvais auprès de lui aucun secours, une fille de France qui a son rouet n'userait ses doigts jusqu'à l'os pour gagner ma finance et m'acheter hors de vos mains. Je le veux croire pour vous. Extraordinaire l'orgueil de du Guesclin, Georges Minois, fixant sa rançon à un prix absolument astronomique. Ça, c'est vrai, cette histoire. Ben, apparemment, oui. Tous les chroniqueurs s'accordent là-dessus. Alors, bon, d'un côté, évidemment, on peut admirer le geste. D'un autre, bien sûr, bon, il charge. Ce sont les Français qui vont payer. Hein, et du Guesclin déclare ils seront trop heureux de payer pour ma libération. Bon, c'est quand même une certaine arrogance. C'est un trait du personnage. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Puis une arrogance malgré des défaites, parce que beaucoup d'historiens ont contesté au fond la réputation extraordinaire que l'on avait faite à du Guesclin, qui a peut-être remporté une bataille, Cocherel, mais qui en a perdu beaucoup. Il a été battu, fait prisonnier d'ailleurs à la bataille d'Auray en 1364. Il est battu à Narera, justement. C'est un homme qui a connu presque plus de défaites que de victoires, Georges Minois. Oui, alors évidemment, la carrière de du Guesclin est assez contrastée. Il a été fait 4 fois prisonnier au total dans sa carrière, ce qui n'empêche qu'on le considérait comme l'un des meilleurs combattants et chefs de guerre de l'époque. Il a été battu, vous venez de le rappeler, notamment en 2 grandes occasions. Alors il faut dire à sa décharge que dans ces batailles, il n'était pas le chef. Il était l'un des capitaines importants, mais ce n'était pas lui qui dirigeait véritablement l'armée. Bon, ceci dit, à sa décharge. Il a remporté des batailles, mais bon, qui sont des batailles, je dirais, mineures. Bon, on a dit Cocherel, il y a Pont-Valin, il y a Chizé, il y a Montiel en Espagne. Il y en a une même où il était très rusé. Il déguisait, je ne sais plus à quelle prise de château, il avait déguisé ses soldats en charbonniers pour pouvoir s'emparer du château. Pour occuper le pont-levis et le bloquer. Ça, c'est dans les tout débuts de sa carrière. Bon, la ruse est effectivement l'une des caractéristiques de du Guesclin. C'est un homme qui excelle dans l'escarmouche. On dirait aujourd'hui dans la guerre de commando, si vous voulez. Ce serait certainement aujourd'hui quelqu'un qui excellerait dans le type de guerre de libération nationale ou ce genre de choses. Oui, un précurseur au fond de la guerre de guérilla. D'ailleurs, vous le rappelez aussi, il n'y a jamais eu de très très grandes batailles, sinon des batailles perdues, notamment par la France, à Crécy, à Azincourt, plus tard, ou à Poitiers, mais il n'y a jamais eu de très grandes batailles. C'était une guerre d'escarmouches en général, cette guerre de 100 ans. Oui, une multitude d'escarmouches, de prises de châteaux, ce qui lui donne évidemment un aspect assez chaotique.
politique assez confus. C'est dû aussi au fait que les armées, ça coûte cher, très très cher, et donc on ne peut pas se permettre, les rois ne peuvent pas se permettre d'enrôler des effectifs énormes, Considérable. gigantesques. En général, une grande bataille, ça engage, disons, entre 7 et 10 000 hommes de chaque côté, vraiment la grande bataille. Et du Guesclin, en général, lui, c'est aux alentours d'un millier, voire moins d'hommes qu'il a sous ses ordres. Maître de l'escarmouche, maître justement de ce type de guerre de guérilla, très violent aussi. Une chose qui ternit un peu sa réputation et dont on a peu parlé après sa mort, parce que l'heure était à la glorification de du Guesclin, c'est que c'était un personnage qui savait être très violent, Georges Minois. Bien entendu. Alors ceci dit, dans le contexte de l'époque, ça ne semble pas avoir choqué outre mesure, mais il y a des épisodes, effectivement, où il a fait exécuter froidement, une fois 120 prisonniers, une autre fois il en a fait égorger 300. Pour ne pas avoir de prisonniers. Pour ne pas avoir à s'embarrasser de ces prisonniers, oui. Ceci dit, bon, le roi d'Angleterre, Henri V, est connu pour en avoir fait autant après la bataille d'Azincourt. Autrement dit, ce genre de choses, à l'époque, si vous voulez, ça s'inscrit dans un climat de brutalité généralisée. 100 ans de guerre, ça laisse des marques tout de même dans les mentalités. Et dans une guerre à la fin de laquelle, enfin à la fin de la vie de Guesclin, il était nommé en 1370 l'homme le plus puissant de France, puisque Charles V lui confiait la charge de connétable. C'était le 3 octobre 1370, au cours d'une cérémonie décrite par le chroniqueur Froissart et dont cet extrait de film reprend mot pour mot le dialogue qu'avaient échangé ce jour-là Charles V et Bertrand du Guesclin. Bertrand du Guesclin, nous vous faisons grand connétable de France. Vous devenez notre cousin. Et qui vous offensera commettra envers nous le crime de lèse-majesté. Nous vous remettons l'insigne de votre charge. Cette épée à poignée d'or émaillée de nos fleurs de lys. Cher sire et noble roi, je n'ose contrarier votre bon plaisir, mais je suis un pauvre homme et de basse venue. Voici mes seigneurs, vos frères, neveux. Comment oserais-je commander sur eux? Messire Bertrand, ne vous excusez point, car je n'ai ni frère ni neveu qui ne vous obéissent. Et si quelqu'un s'avisait du contraire, il me courroucerait si fort qu'il s'en apercevrait trop tôt. À Bertrand l'épée! Livrez-lui l'épée! L'épée à Bertrand! Honneur à Bertrand! C'est vrai, Georges Minois, qu'on n'avait jamais vu avant Bertrand du Guesclin un homme chargé, un jeune de petite noblesse chargé d'une telle responsabilité. Le connétable, c'était le chef, tout simplement, des armées du roi. Oui, en général, la charge était confiée à un très grand noble. Alors, c'était une charge importante, bien entendu, et qui n'était pas sans danger. C'est pas une sinécure. Parmi les 4 prédécesseurs de du Guesclin, 3 sont morts de mort violente à la bataille ou assassinés. Lorsque du Guesclin est appelé pour remplir cette charge, son prédécesseur atteignait, Moreau de Fienne avait 64 ans, donc âge de se retirer, parce qu'en général, le connétable participait directement au combat, à l'action. Et encore une fois, si on choisit du Guesclin, pour Charles V, c'est un bon calcul, parce on l'a rappelé, du Guesclin n'est absolument pas dangereux pour lui. C'est un petit noble qui n'a aucune prétention politique. Et puis qui lui est resté fidèle, ce qui n'était pas forcément très, très courant à cette époque. Il va se battre avec cette charge pendant 10 ans, libérer ou plutôt reprendre aux Anglais à peu près le quart du territoire de la France, c'est-à-dire au fond ce qu'avait perdu la France après le traité de Béthigny. Oui, lorsque du Guesclin meurt en 1380, à peu près en même temps que le roi d'ailleurs, on peut dire que le territoire français est quasiment libéré. Il reste quelques fragments par-ci par-là, Calais ou Cherbourg, Brest, Bordeaux, Bayonne, mais l'essentiel a été effectivement libéré au cours de plusieurs campagnes dans les années 1370. Et alors quand il meurt, le roi de France, Charles V, auquel il est resté fidèle, Charles V, à l'époque on faisait la chose suivante, c'est-à-dire qu'on dispersait le corps en plusieurs endroits, mais le squelette de du Guesclin a été inhumé à Saint-Denis, c'est-à-dire dans la nécropole royale, ce qui était
là encore, exceptionnel, Georges Minois. Oui, c'est quasiment la première fois qu'un personnage qui n'était pas un roi ait eu les honneurs de la basilique de Saint-Denis, effectivement. Le corps, c'est une des anecdotes de l'histoire posthume de Du Guesclin. Le corps a été partagé en fait en 4. Il y a le cœur qui est à Dinan, il y a les entrailles qui sont restées là-bas au Puy, et puis il y en a encore d'autres morceaux à Montferrand, hein, mais le squelette effectivement a été mis à Saint-Denis, puis dispersé sous la Révolution. Puis commence une légende, c'est le mythe du Guesclin qui commence, entretenu par les chroniqueurs. On citait Froissart, il y a aussi Jean Cuvelier qui comparait du Guesclin à Alexandre, le roi Arthur, le roi Pépin le Bref, Godefroy de Bouillon, Saladin. Extraordinaire cette légende. À quoi servait-elle? Pourquoi est-ce qu'on l'a tant entendue? Et pourquoi du Guesclin plutôt que d'autres grands chefs de la guerre de 100 ans? L'une des raisons, semble-t-il, est que Du Guesclin était en excellent terme avec les frères du roi, le duc d'Anjou, le duc d'Orléans, et ces personnages ont monté, on dirait aujourd'hui, une véritable campagne d'opinion, faisant construire des statues, organisant des cérémonies commémoratives en l'honneur de Du Guesclin, qui avait été leur ami. Et c'est une des raisons, probablement, de son accession à ce statut. Alors, célébré partout, sauf en Bretagne. Il se trouve, vous le rappelez à la fin d'une biographie que vous avez écrite il y a longtemps sur Du Guesclin, que 600 ans après, on plastiquait encore les statues qu'il y avait de lui en Bretagne. Oui, au point qu'on a quasiment renoncé maintenant à en placer d'autres. Parce Et que pourquoi, parce que lors d'un des derniers épisodes de sa vie, Du Guesclin a été chargé par le roi de France d'occuper militairement la Bretagne, parce que le duc de Bretagne s'était mis du côté du roi d'Angleterre, donc il s'agissait de confisquer le fief, et il en a chargé Du Guesclin, qui était d'ailleurs bien embarrassé dans cette opération, et certains Bretons ne lui ont jamais pardonné cette affaire. C'était une émission du 11 mars 2008. Je rappelle que mon invité Georges Minois est l'auteur, entre autres, de La guerre de 100 ans, naissance de 2 nations, publiée chez Perrin, ainsi que d'une biographie de Du Guesclin, publiée chez Fayard en 1993. À lire également Du Guesclin et Froissart, la fabrication de la renommée, de Bernard Guenet aux éditions Talendier. Vous avez pu entendre des extraits du film Du Guesclin de Bernard Delatour, disponible en DVD chez Warner Home Video. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Jean-Noël Vélan et Frédéric Potry. Documentation, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac.